Chers étudiants, chères étudiantes, master.EMR, donc j'ai le plaisir de poursuivre le cours de physique des semi-conducteurs. Donc, propriétés fondamentales des semi-conducteurs. Donc, au chapitre 3. Donc, je vous rappelle que pour l'année en cours, nous allons rappeler comment traiter les états d'impureté et les états de bande des électrons, comment décrire les meilleures fonctions d'onde qui représentent ces états, et par la suite, la possibilité de calculer les différentes transitions optiques entre ces états. Donc, c'est un cours fondamental sur les semi-conducteurs massifs. Alors, cette même modélisation va être retenue l'année prochaine pour des applications sur les nanomatériaux. Et les semi-conducteurs qui nous intéressent particulièrement dans ce cours sont les semi-conducteurs covalents silicium-germanium et les semi-conducteurs binaires 2,6 et 3,5. Donc, je vous rappelle que dans le chapitre dernier, nous avons commencé à parler d'un problème de la présence d'un champ magnétique, l'effet d'un champ magnétique sur les états des électrons de la bande de conduction et sur les états des électrons d'impureté. Donc, je vous rappelle que pour les électrons de la bande de conduction, les solutions sont le niveau de Landau, c'est une solution exacte de l'équation de Schrödinger, alors que pour les impuretés, on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, je vous rappelle d'une manière succincte ce que nous avons dit pour le champ magnétique. Donc, si j'applique un champ magnétique suivant un axe zeta, B0, d'accord? Xi eta et zeta, on peut écrire l'hamiltonien en unité atomique effective. Qu'est-ce que c'est que les unités atomiques effectives? C'est l'unité d'énergie, c'est le Rydberg effectif, qui est donné par m étoile 4 sur 2 epsilon infini au carré h bar carré. Et l'unité de longueur, c'est le rayon de bord effectif. Donc epsilon 0 h bar carré sur m étoile E2. Alors un excellent exercice, c'est comment réécrire l'hamiltonien dans ces unités-là, qui est donné par cette expression-là. Donc, Laplacien, moins 2 sur R, plus gamma L, moment cinétique suivant zeta, plus 1 quart gamma au carré, x carré, plus eta au carré. Alors, ça c'est un problème très connu en physique atomique et en astronomie, qui est celui de l'impureté donneur. Quand on parle du donneur, ça veut dire qu'on va rajouter le terme coulombien sous la forme 2 sur R dans l'hamiltonien, et c'est un problème très simple de mécanique quantique, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution analytique de ce problème, à tout champ magnétique. Donc, par exemple, je vous rappelle ce que nous avons dit la dernière fois. Donc, s'il n'y a pas de champ magnétique gamma égale 0, gamma c'est h bar oméga, c'est fréquence cyclotronique sur 2 fois le Rydberg effectif. D'accord? Ça mesure l'intensité du champ magnétique, mais pour les semi-conducteurs, ce gamma-là, il dépend et du champ magnétique B0, mais également des caractéristiques du semi-conducteur, à savoir la constante d'électrique infinie et la masse effective. Donc, par exemple, ici, pour les semi-conducteurs à faible gap, pour les champs qu'on sait réaliser au laboratoire autour de 5 Tesla, 10 Tesla, ça c'est les champs permanents qu'on sait faire aujourd'hui, jusqu'à 15 Tesla, il y a des records mondiaux sur ce champ magnétique, mais, d'accord? Donc, par exemple, pour les semi-conducteurs, ce gamma-là, il dépend aussi de semi-conducteurs. Donc, par exemple, pour des gammas très faibles, si on prend un champ de 5 Tesla, un gamma plus petit que 1, ou bien très négligeable devant 1, on peut avoir tout simplement l'atome hydrogène. Une bonne fonction, c'est exponentiellement R sur A. On peut prendre A, donc on propose des solutions variationnelles. Donc, puisqu'on ne connaît pas la solution exacte, on propose la théorie des perturbations, la méthode variationnelle, avec A, c'est un paramètre variationnel. Lorsqu'on applique un champ magnétique, il y a un allongement de la fonction d'onde selon le long du champ magnétique. Donc, il y a un allongement de la fonction, c'est ce qu'on appelle l'effet cigare. Alors, l'effet cigare, une solution pour un champ intense, très intense, on propose, dans la littérature, on trouve la fonction type oscillateur, ou bien Jaffe et Adams, qui était publié en 1956, avec deux paramètres variationnels AT et AL. Ça, c'est une bonne solution pour les champs forts. Mais il n'y a aucune solution analytique à tout champ. Donc, on peut trouver dans la littérature différentes fonctions d'onde variationnelles,
donc type hydrogénoïde moins R sur A, on peut avoir deux rayons. Un rayon suivant le champ dans le plan, suivant zeta, et un autre rayon dans le plan perpendiculaire au champ magnétique. Donc ça, c'est la fonction d'onde cylindrique. Si je fais ici AT égale à L, je retrouve la fonction sphérique. Donc sphérique, valable à champ faible, cylindrique, valable à champ faible, fonction oscillateur, ici, qui est valable à champ fort. Donc on peut comparer ici les paramètres variationnels, les énergies obtenues. Alors le seul critère pour dire que c'est une bonne fonction, donc c'est de dire qu'on a trouvé le minimum d'énergie. Le minimum d'énergie, ça représente l'état fondamental. Donc l'état fondamental, par définition, c'est le minimum d'énergie. Donc ça, c'est à retenir par cœur. Ce qu'on appelle l'état fondamental, c'est, on commence toujours par l'état fondamental parce que c'est la situation la plus simple. Après, on peut discuter les états excités. Alors dans la littérature, on prend très souvent cette colonne 7 et 8 pour représenter les résultats expérimentaux. Ça, c'est des calculs numériques. Donc nous, on est intéressé plutôt pour avoir des fonctions d'onde très simples comme ceci. Donc par exemple, on peut avoir, moi j'avais proposé personnellement une solution combinaison entre cylindrique et oscillateur, T2. Il y a une fonction de Dexter avec trois paramètres variationnels AT, AL et lambda, etc. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce problème de champ magnétique qui est très intéressant pour étudier aussi les propriétés du semi-conducteur en présence du champ magnétique. Donc maintenant, nous allons passer à autre chose, donc un nouveau chapitre sur les effets des phonons, sur les états d'impureté et les états de bande. Donc je vous rappelle que tout l'objectif de ce cours, c'est de traiter les électrons de la bande de conduction et les électrons liés au donneur. Alors je vous rappelle, nous avons commencé par le modèle de Bloch dans le cadre de l'approximation de masse effective. On a supposé que le réseau est cristallin, c'est-à-dire que les ions, qu'est-ce que c'est que le solide semi-conducteur? Il est formé par des ions plus des électrons. Donc, ce réseau cristallin supposé rigide, on suppose que nous avons des électrons libres, d'accord, avec une masse effective qui tient compte des structures de bande, mais les ions ne bougent pas. Alors, si la réalité physique, même à 0 degré K, c'est la température absolue, donc à très très basse température, même à très très basse température, les ions, ils vont vibrer. Donc, il y a la quantification de vibration des ions, c'est ce qu'on appelle les phonons. Donc chaque ion, il va vibrer autour d'une position d'équilibre, et la quantification, c'est ce qu'on appelle le phonon. Alors qu'est-ce qu'on appelle le polaron, qu'on va étudier maintenant? Donc dans un premier temps, on a supposé un hamiltonien avec des ions fixes, figés, donc un réseau cristallin rigide, et maintenant on va prendre une correction qui tient compte du phonon. Donc qui tient compte de vibration des ions autour de leur position d'équilibre. Donc l'électron se déplace dans le semi-conducteur, il va attirer les ions positifs parce qu'il est chargé négativement et repousse les ions négatifs. Cette déformation suit l'électron dans son mouvement et la polarisation ionique qui en résulte modifie à son tour le mouvement de l'électron. Donc ce qu'on appelle polaron, c'est l'électron plus le champ de polarisation qui est une quasi-particule que l'on nomme le polaron. Ou bien on dit aussi un langage ici, simplifié, l'électron habillé de phonon. Donc nous allons calculer cette nouvelle masse effective ici qui tient compte du phonon. Donc nous avons une nouvelle particule qu'on appelle le polaron, qui a une nouvelle masse qui est différente de la masse effective que nous avons calculée dans le cadre de la structure de bande, qui tient compte maintenant du phonon. Donc c'est ce qu'on va essayer d'écrire le formalisme. On va commencer d'abord par écrire l'hamiltonien, ensuite on va essayer de calculer les énergies et les masses effectives. Donc voilà ce qui se passe dans le semi-conducteur qui nous intéresse. Vous avez des ions positifs négatifs pour les semi-conducteurs binaires, ce qui n'est pas le cas du silicium qui est covalent. Donc ici l'électron, quand il se déplace dans ce réseau, il va être attiré par les ions positifs et repoussé par les ions négatifs. Donc la constante de couplage alpha 0 sur laquelle on va revenir, il mesure le degré d'ionicité du semi-conducteur. Par exemple, pour les 3,5 qui nous intéressent, les 2,6, nous avons des constantes de couplage alpha 0. Par exemple, pour les 2,6, de l'ordre de 0,4, 0,6. Et les 3,5, ça descend en dessous de 0,2, 0,2, 23, 0,02. Donc c'est 10 fois plus petit que pour les 2,6.
Par contre, pour les semi-conducteurs ioniques comme CuCl, nous avons déjà un alpha 0 2.45. Donc si on compare ici, quand on passe des 2,6, donc les ioniques, les 2,6 et les 3,5, le alpha 0 diminue et le traitement en mécanique quantique différent. Donc voici le problème sur lequel on va discuter. Nous allons discuter essentiellement des impuretés, d'accord? C'est des états qui apparaissent dans le gap, juste en dessous de la bande de conduction, ce qu'on appelle impureté peu profonde, et également pour les électrons de la bande de conduction. Donc là, on va commencer uniquement par les électrons de bande. Donc, l'interaction électron-phonon. La première approximation, dans le cas de l'approximation de masse effective, ce qu'on appelle aussi approximation de Born-Oppenheimer, les ions sont fixes. Le potentiel cristallin, R, en fonction de R et R0, c'est le somme sur tout le système, donc alpha, égale jusqu'à N, de la différence potentiel cristallin R0 moins R. Avec le système, il est formé, qui est le solide, par Zn électrons de valence, d'accord, et N ions de charge plus Ze, d'accord, qui vont porter l'électron à la position R alpha. D'accord? Maintenant, on va supposer que les ions ne sont pas fixes. Donc, ils vont bouger autour d'une position d'équilibre. Donc, ici, les vibrations des ions, c'est les phonons. D'accord? On va tenir compte maintenant. Donc, les ions, ils vont subir un déplacement xi alpha autour de la position R0 alpha. C'est la position d'équilibre. Et nous avons ce qu'on appelle l'interaction ou bien potentiel électron-phonon. C'est la différence entre la nouvelle position R0 plus xi moins l'ancien à l'équilibre R0. Donc ça, c'est par définition le potentiel électron-phonon. Alors, en supposant que ces élongations, ce déplacement sont très négligeables, donc xi est très très petit, et la plus grande contribution, il vient de termes linéaires. C'est ce qu'on appelle l'approximation de Hooke. Donc V électron-phonon est une somme de contributions provenant des différents modes normaux de vibration, et la quantification des mouvements des ions, des phonons, ici, donc quand on traite les phonons en physique du solide, c'est comme les oscillateurs harmoniques, et on va faire apparaître ici l'écriture de ce potentiel hamiltonien électron-phonon, somme sur toutes les modes de phonons, le vecteur d'onde Q, V, c'est l'intensité de A des phonons, A, c'est l'opérateur annihilation de phonons, lambda et Q, et le conjugué. Ça, c'est l'opérateur création. Donc ça, c'est l'hamiltonien, et ça, c'est l'hamiltonien conjugué, hermitien conjugué, pour avoir un opérateur hermitien. Donc on prend le premier terme, et on prend le conjugué pour avoir un opérateur hermitien. Donc un seul mode, on suppose que nous avons un seul mode lambda, donc nous allons nous intéresser uniquement pour les phonons optiques, d'accord? Et on utilise l'invariance du réseau, donc le réseau est périodique, on obtient finalement un hamiltonien de la forme suivante. Donc VQ somme sur tous les vecteurs d'onde, VQ de R, A c'est l'opérateur d'oscillateur harmonique annihilation, ou bien destruction, A exponentielle UQR, d'accord, onde plane, plus le conjugué, V conjugué, A plus l'opérateur création exponentielle moins UQ. Donc ça c'est l'hermitien conjugué. Donc l'hamiltonien de notre problème en présence des phonons, en tenant compte des vibrations des ions, c'est un hamiltonien principal H0 que nous avons déjà discuté, sur lequel on va rajouter l'énergie libre des phonons. Donc l'énergie cinétique, potentiel cristallin, H bar oméga, A plus fois A. Donc ce premier terme, on connaît les solutions, c'est les fonctions de Bloch. Comme nous avons rajouté l'énergie libre de phonons, c'est le produit tensoriel par la fonction des phonons, c'est la même chose que ce que vous avez étudié dans l'oscillateur harmonique en mécanique quantique. Donc ici, cette partie fonction ici, elle est donnée par une partie périodique pour l'onde plane. L'énergie correspondante est donnée par cette expression. Donc, dans la suite, ici, on peut s'intéresser aux phonons, uniquement aux phonons optiques, mais on peut faire ici des études pour les phonons acoustiques. Donc les phonons de grande longueur d'onde, donc ici le vecteur d'onde négligeable, et pour des cas proches de K0. Pour les phonons optiques dans les cristaux polaires, donc Fröhlich, c'est un physicien allemand, il a écrit un joli article en 1950 pour les semi-conducteurs ici
3,5, donc couplage faible, et il a pu déduire le terme ici, donc la contribution de chaque mode ici de ce V en fonction des autres paramètres qui caractérisent le semi-conducteur. Donc, à partir d'un petit calcul d'électrostatique que vous trouvez sur le polycopier que je vous ai donné, cellule élémentaire située en R0, il y a deux ions de signe opposé, on peut calculer l'élongation en fonction des autres paramètres. Donc, sous cette forme-là, et on peut en déduire la polarisation qui est proportionnelle à xi et également proportionnelle à la polarisation interne des ions. Donc, c'est le déplacement des électrons internes par rapport au noyau. Donc, on a la polarisation, c'est 1 sur V0, il y a une charge effective fois l'élongation, plus un terme alpha prime, qui est la polarisation totale des ions dans la cellule, et multiplié par le champ local en R0. Le champ local, c'est le champ E plus 4 tiers de pi fois la polarisation. Donc ça, c'est un petit calcul d'électrostatique que vous pouvez retrouver sur le polycope en détail. Donc ici, nous avons la relation E égale à moins grade de phi, et V électron fondant, c'est E fois phi. Un raisonnement électrostatique simple permet de lier les paramètres, à savoir alpha prime, qu'on appelle la polarisation totale des ions dans la cellule, et Z étoile, qui est la charge effective, d'accord, en fonction de epsilon0, epsilon infini. Donc, on obtient finalement, pour cette application particulière qui est les fondants optiques dans les cristaux polaires, les semi-conducteurs polaires 2, 6, 3, 5, essentiellement 3, 5, avec les fondants optiques uniquement, donc on obtient cette expression-là. Donc, V de Q, c'est tout simplement proportionnel à 1 sur epsilon infini moins 1 sur epsilon 0. Donc, on va revenir plus tard, je vais vous expliquer comment déduire ici, pour les semi-conducteurs polaires qui nous intéressent, la dispersion de epsilon en fonction de oméga. Donc, ici, nous avons deux fréquences transversales optiques et longitudinales optiques, et nous avons deux constantes électriques à basse fréquence pour oméga égale 0, et haute fréquence, ou bien fréquence infinie, epsilon infini. Donc, pour les semi-conducteurs ioniques, nous avons deux constantes électriques, contrairement au silicium, qui sont le epsilon 0 et epsilon infini. D'accord? Et la différence ici, 1 sur epsilon infini moins 1 epsilon 0, mesure le degré d'ionicité du semi-conducteur. Donc finalement, voici le problème que nous allons traiter en mécanique quantique. L'hamiltonien du problème du polaron, donc c'est l'énergie cinétique pour l'électron libre. Donc ce qu'on applique ici, c'est pour l'électron de la bande de conduction. D'accord? L'électron de la bande de conduction. Nous avons ici l'hamiltonien H0 qui est donné par P2 sur deuxième l'énergie libre de phonon et H1, donc hermétien conjugué. Donc chaque fois, quand j'écris mon hamiltonien, je fais l'hermitien conjugué. Ici, la même chose, j'ai écrit l'hamiltonien, l'hermitien conjugué. Donc ici, c'est pas la peine de réécrire pour réduire l'expression, on écrit tout simplement HC, ça veut dire hermitien conjugué. Avec VQ2 au carré, c'est égal à 4 pi sur V alpha 0 H bar oméga au carré, la racine carrée de H bar sur 2 oméga, 1 sur Q2. Avec le alpha 0, c'est ce qu'on appelle la constante de couplage. Donc cette constante de couplage, qui est proportionnelle à la différence 1 sur epsilon infini moins 1 sur epsilon 0, c'est elle qui va me mesurer le degré d'ionicité du semi-conducteur et c'est elle qui va me fixer le traitement en mécanique quantique. Couplage faible, couplage intermédiaire, couplage fort. Alors le delta V, c'est l'incertitude sur la vitesse, donc nous avons une nouvelle quasi-particule. Donc on peut utiliser l'équation delta X égale delta V sur oméga pendant une période d'oscillation. Delta P, c'est M delta V. La relation d'incertitude d'Eisenberg, delta P, delta X est à peu près égal à H bar sur 2, supérieur égal à H bar sur 2. Donc on obtient ici M delta V sur oméga de l'ordre de H bar sur 2, et on obtient delta X, c'est la racine carrée de H bar sur 2 oméga. Ça, c'est l'extension du paquet d'ondes, associé à la particule. Donc ça, c'est l'extension du paquet d'ondes. Donc le polaron, en mécanique quantique, toutes les particules sont traitées comme des paquets d'ondes. Donc ce n'est pas une seule onde, mais c'est la superposition de plusieurs ondes. Donc l'extension du paquet d'ondes, c'est le terme ici, E2 sur la racine carrée H bar sur 2 oméga, avec la racine carrée H bar sur 2 oméga, c'est l'extension du paquet d'ondes. Si on fait une application numérique pour les semi-conducteurs qui nous intéressent, pour les semi-conducteurs polaires,
Donc je vous rappelle les semi-conducteurs qui nous intéressent, comme les 3,5 GAS, nous avons un delta X qui est très grand devant le paramètre cristallin. Donc on parle de nouveau de polaron étendu, ou grand polaron, ou bien polaron de Froelich. Donc nous avons ici, le traitement, c'est le traitement de Froelich, polaron de Froelich. D'accord? Ce qui est valable, donc ça, nous avons parlé ici dans cet hamiltonien, ce qu'on appelle free polaron, ou polaron libre, band, B-A-N-D polaron, contrairement au polaron lié. Je vais dire quelques mots à la fin de ce chapitre, s'il reste le temps, sinon on le fera la fois prochaine. Donc, semi-conducteur dielectrique continu. Alors, pour avancer, si on prend alpha très très petit maintenant, pour les 2,6 et les 3,5, qui nous intéressent essentiellement dans ce cours ici. Nous avons l'hamiltonien H0, les énergies sont données par H bar K2 sur 2m, somme sur Q, H bar oméga NQ. Donc ça, c'est l'énergie de l'oscillateur. Ça, c'est l'énergie parabolique. Et les fonctions propres associées, Kn, c'est l'exponentielle IKR, tout simplement. Et ça, c'est la solution énergie propre de la partie phononique. Donc ici, c'est l'état vide de phonon, 0. Et on applique A plus n fois, à l'exposant NQ. Donc ça, c'est le problème d'oscillateur harmonique que vous avez étudié en mécanique quantique. Si j'applique maintenant le H1, alors c'est quoi le problème? Comme une perturbation stationnaire, correction en premier ordre, elle est nulle, et on va calculer la correction au second ordre, somme sur tous les états finaux, différents de l'état initial. Cet élément de matrice, ça c'est l'adjoint, divisé par EI0 moins EF. Alors nous avons ici l'électron qui arrive, d'accord, il y a émission d'un phonon et l'énergie de recul. H bar, P' égale H bar K', qui est égal à P moins H bar K, donc conservation de la quantité de mouvement, et l'énergie finale, d'accord, EF est égal à P' au carré sur 2m plus H bar oméga. C'est l'énergie, c'est la somme des deux énergies ici. Donc l'électron va subir un recul, c'est comme le chasseur qui tire avec une fusil, avec ici donc l'impulsion qui va changer. Donc ici, on va, dans la sommation, il va rester uniquement quelques termes. Donc ça, c'est l'énergie P moins H bar carré Q au carré sur 2m, c'est P' au carré, plus H bar oméga, ça c'est l'énergie finale. L'énergie initiale, j'ai un électron qui arrive avec une énergie P au carré sur 2m. Et le terme au numérateur, c'est tout simplement le VQ au carré. Alors, la sommation sur toutes les vecteurs dans le cas, puisque je suis posé un milieu électrique continu, on peut la remplacer par un intégral, V sur 2 pi 3, l'intégrale sur dQ. Donc, un petit calcul d'intégration, il me donne l'énergie finale par cette expression. E0, c'est l'énergie initiale, moins alpha 0 H bar oméga, donc il va diminuer, ça c'est l'effet des énergies libres de phonon, moins alpha 0 sur 6 P au carré sur 2m. Donc, P au carré sur 2m étoile, moins alpha 0 H bar oméga, donc j'ai une nouvelle masse effective, en fonction de l'ancienne masse effective. Donc j'ai repris uniquement ici la masse effective uniquement pour le résultat final, d'accord? Je ne l'ai pas repris ici pour la première masse qui est d'origine électronique. Donc là aussi c'est une masse effective, donc il est à peu près égal à M sur 1 moins alpha 0 sur 6. Ça, c'est la constante de couplage électron-phonon. Donc, M, il est augmenté. La nouvelle masse qui tient compte du phonon, c'est l'ancienne masse en absence du phonon, plus un terme, alpha 0 sur 6 fois M. Donc, il est augmenté. La masse, il a augmenté. Maintenant, c'est l'expérience qui va décider est-ce que cette formule-là, elle est valable lorsque je tiens compte du phonon. Donc, les calculs que j'ai fait précédemment, lorsque je tiens compte du phonon, il faut rajouter un terme positif ici qui tient compte de la valeur de la constante ici électron-phonon, ici multiplié par M. Donc il faut comparer avec l'expérience pour ici. Donc je rappelle, première étape, c'est comment écrire l'hamiltonien d'une façon correcte pour un problème spécifié, les semi-conducteurs polaires avec ici GAS comme exemple. Donc une fois qu'on a écrit l'hamiltonien en absence du phonon plus la contribution électron-phonon, on va essayer d'utiliser la théorie des perturbations au premier et au second ordre pour étudier l'effet de l'hamiltonien électron-phonon sur les énergies. On a fait l'application pour un couplage faible, alpha très petit, d'accord, ça dépend de
du semi-conducteur qui nous intéresse, donc la valeur de alpha. Donc le traitement il n'est pas le même pour le CuScL que pour les semi-conducteurs ici 2,6 et 3,5. Donc vous avez les détails ici dans le polycopier. Donc si je vais essayer de vous envoyer la version PDF, donc par email, comme ça vous pouvez avoir le document. C'est un document qui est assez conséquent, une centaine de pages, mais qui est très important pour la suite de votre enseignement sur la physique des matériaux. Donc voilà par exemple pour ces semi-conducteurs GAP ZNSE, les donneurs, différents types de dopage, intentionnellement dopés, l'énergie d'ionisation, 104, 69, 28 milliélectronvolts, c'est de faible énergie, shallow impurity, impureté peu profonde, le temps caractéristique de rotation des donneurs taux 0 qui est donné par H bar sur 2EI, cette valeur-là, comparaison avec le temps caractéristique de vibration des phonons dans quelques semi-conducteurs. Alors voilà les quelques valeurs de alpha 0 pour les semi-conducteurs polaires 3,5, INSB, GAS, 2,6, ZTE, CDSE, entre 0,01 jusqu'à 0,1, donc il peut aller jusqu'à 1. Les halogénures d'argent, alpha 0 peut varier de 1 jusqu'à 2. Les cristaux ioniques comme NaCl, KCl, etc., entre 2 et 6. Le traitement en mécanique quantique dans chaque famille de semi-conducteurs ici, il est différent. D'accord? Donc voilà, en résumé, en comparaison, ce que nous avons discuté, interaction électron-phonon LO pour les semi-conducteurs polaires, donc ici, donc l'électron quand il se déplace dans le semi-conducteur, la polarisation électronique qui en résulte modifie le mouvement d'électrons, l'électron et son champ s'appelle le polaron. Lorsque le paquet d'ondes associé à ce polaron est étendu sur plusieurs périodes du réseau cristallin, on parle du grand polaron. Ça, c'est Fröhlich. Par contre, s'il est localisé, il est réduit à une région plus petite ou égale à la période du réseau, on parle de petit polaron. Le traitement du petit polaron, il est compliqué. L'hamiltonien, énergie cinétique, énergie libre de phonon, électron-phonon, l'hamiltonien, V de Q, qui est donné par cette expression, avec alpha, c'est la constante de couplage. Maintenant, si je tiens compte de l'impureté, donc rappelez-vous ce que nous avons dit, donc maintenant si je traite l'impureté, donc qui est proche de la bande de conduction, l'hamiltonien va être modifié, il va être donné par cette expression-là, donc c'est la même chose que tout ça, sauf qu'il faut rajouter le potentiel coulombien moins E2 sur epsilon infini fois R, d'accord? Et il faut rajouter un terme moins 1, ce terme-là ici, qui tient compte de l'interaction entre l'impureté de charge plus E, située en R égale 0, et les phonons LO. D'accord? Donc, ce problème-là du polaron lié, il est beaucoup plus compliqué, mais je vous donne quelques idées quand même ici. Le premier terme I ici, qui tient compte de l'impureté de charge plus E et les phonons LO, peut être supprimé en utilisant une transformation canonique, donc adéquate, S-1 H fois S1, avec S1 qui est donné par cette expression, FQ A plus Q moins F conjugué de Q A de Q, et F de Q, c'est un paramètre qu'on va fixer pour simplifier l'écriture de l'hamiltonien. Donc on obtient ce nouveau hamiltonien ici, d'accord, qui est simplifié, il n'y a plus de termes en moins 1. On peut même tenir compte de la correction de celui central. Cette transformation, il porte un nom, c'est ce qu'on appelle la transformation de Platzmann. C'est un article qui était largement cité dans Physical Review, et la référence est en 1962. Pour trouver l'énergie du niveau fondamental de l'électron décrit par cet hamiltonien, nous pouvons utiliser la méthode variationnelle en utilisant comme fonction d'essai la fonction suivante, d'accord, avec un paramètre variationnel. Donc ça, c'est la partie électronique, que nous avons déjà discuté longuement. Ça, c'est la partie phononique, avec le vide de phonon, avec G de Q, c'est un paramètre variationnel. Donc cette fonction, quand on va l'injecter dans mon hamiltonien, on trouve l'énergie donnée par cette expression, qui dépend de deux paramètres variationnels, qui est le paramètre A et delta, d'accord? Si je prends la fonction d'onde électronique, tout simplement exponentiellement R sur A, et en minimisant par rapport à ces deux paramètres, en exigeant que l'énergie théorique coïncide exactement avec l'énergie expérimentale, on peut fixer les différents paramètres variationnels. Donc voici les physiciens qui ont contribué
contribué à cette partie. Donc, on a parlé surtout de Fröhlich. Mais Fröhlich, c'est un physicien allemand qui est mort en 1991 et il a travaillé très étroitement. Donc, il a étudié la physique. Il a obtenu son doctorat en 1930 avec Sommerfeld sur l'effet photo sur les métaux. Ensuite, il a travaillé à Saint-Pétersbourg en Russie, à l'Institut Joffre, avec Frankel, rappelez-vous l'excitant de Frankel, d'accord? Et ensuite, il était en Angleterre, à l'université de Bristol, où il a travaillé avec Mott, rappelez-vous l'excitant de Mott, d'accord? Et enfin, avec Chadwick, c'est un prix Nobel, il a reçu, donc Fröhlich, il a eu le chaire de physique à la théorique de l'université de Liverpool. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage pendant cette période de confinement. Restez chez vous et vous avez largement le temps de travailler. Donc voici quelques compromis, quelques références qui peuvent vous aider des bibliothèques numériques qui sont sponsorisées par la présidence de notre université. Donc je remercie Monsieur le Président d'avoir mis ça à la disposition des enseignants et des étudiants et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite pour réussir votre année scolaire. Donc restez chez vous. Au revoir.